j'espère que vous allez bien. Est-ce que mon micro est connecté? Oui, je crois. Oh, j'ai plus beaucoup de batterie. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette FAQ que j'ai lancée il y a genre 2 semaines, je crois. Je n'avais pas pris le temps d'y répondre dans le vlog de la semaine dernière. Vous m'avez dit dans les commentaires du vlog de dimanche que une vidéo bonus serait un chouette compromis, enfin que ça vous ferait plaisir. Donc écoutez, je m'exécute, c'est parti. J'ai reçu quelques questions, il y a des questions qui reviennent souvent. Donc écoutez, je vais essayer d'y répondre au mieux et j'espère que vous pourrez apprendre un petit peu plus à me connaître et que ça pourra lever vos interrogations. Déjà, première question qui, elle, effectivement, revient assez souvent, c'est pourquoi avoir commencé la musculation et quand est-ce que j'ai commencé la musculation? Alors moi, j'ai commencé la musculation quand je suis arrivée au lycée. Il faut savoir que j'ai toujours été très sportive, j'ai fait énormément de sport étant plus jeune. J'ai fait du patinage artistique, du taekwondo, de la danse. J'ai vraiment touché à beaucoup de sports différents. Et en gros, quand je suis arrivée en seconde, je n'avais pas la possibilité de continuer le sport que je pratiquais à cette époque-là, qui était l'équitation. Et tout simplement parce qu'en fait, mon emploi du temps ne me permettait pas d'être en mesure de prendre un cours, par exemple, tous les jeudis à 17h. Du coup, par souci de flexibilité, j'ai dû arrêter en fait l'équitation. En plus, c'était assez loin. Enfin bref, en termes de logistique, ça concordait pas du tout avec mon emploi du temps à cette période-là de ma vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, j'avais une très bonne amie à moi qui allait dans une salle de sport qui était à côté de notre lycée. Et par chance, en gros, dans son abonnement, tous les vendredis et les samedis, je crois, elle avait la possibilité de ramener une personne avec elle qui n'allait pas payer de supplément ou quoi que ce soit. C'était vraiment compris dans son abonnement. Et du coup, elle m'avait proposé de l'accompagner et j'y allais avec elle une fois par semaine en général, du coup, le vendredi après les cours. Et on se faisait notre petite séance de sport le vendredi soir, toutes les deux, à la salle. C'était trop bien, c'était vraiment les débuts du fitness. À cette époque-là, on était en 2015, 2016 par là. Vraiment pas autant de contenu qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On faisait principalement du fitness pour se tonifier, pour perdre du gras, mais pas pour se muscler et prendre en volume, comme ça peut être le cas aujourd'hui, et comme c'est le cas de ma pratique actuelle. À cette époque-là, vraiment, moi, mon objectif, c'était d'avoir un fessier rebondi, d'avoir les abdos tracés, et grosso modo, ça s'arrête un peu là. Je me rappelle pas trop bosser spécialement intensément le haut du corps à cette période. Je le travaillais, mais rien à voir avec mes entraînements d'aujourd'hui, tout comme je travaillais les jambes, mais rien à voir avec mes entraînements d'aujourd'hui. Et c'est normal, j'ai évolué, je me suis formée au métier de coach, donc j'ai appris énormément. Et la raison pour laquelle j'ai décidé, moi, par la suite, de prendre un abonnement à la salle, c'est tout simplement parce que j'y ai pris goût, parce que, comme je vous ai dit, j'aimais beaucoup cette flexibilité de me dire, en fait, il n'y a personne qui m'impose un horaire. C'est-à-dire que, à part effectivement les horaires de la salle de sport, je peux y aller quand je veux, à n'importe quel moment, et je ne suis pas limitée et je ne dépends de personne. Pouvoir pratiquer le sport comme j'avais envie de le pratiquer, même quand je faisais du patinage artistique, ce qui me manquait vraiment, c'était de me retrouver seule sur la glace. Bien avoir ma flexibilité et moi, gérer mon temps comme j'ai envie de le gérer ma pratique comme j'ai envie de la gérer. Et du coup, c'est, je pense aussi pour ça que j'ai aussi bien accroché avec la musculation. Surtout, continuer la musculation parce que déjà, là, j'ai vraiment pris goût parce que je voyais les résultats et aussi parce que bah, moi, j'ai toujours été très mince. J'ai toujours eu beaucoup de mal à prendre du poids. Et j'avais aucune connaissance sur la nutrition. Là, je vous parle vraiment juste sportivement. Pour moi, la musculation, c'était le seul moyen de prendre en volume et du coup de me créer les formes que j'avais jamais vraiment eues, du coup, donc avoir des fessiers, etc. Quel rapport j'ai avec mon corps quand je suis en prise de masse? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ont très peur de faire une prise de masse par peur de prendre du gras. Alors effectivement, c'est inévitable. Une prise de masse, vous allez prendre du gras, mais une prise de masse qui est bien faite, vous n'êtes pas censé prendre non plus... vous n'êtes pas censé devenir énorme. Vous n'êtes pas censé prendre énormément de gras non plus. Ça doit être contrôlé. Moi, le off-saison que j'ai fait avec Vincent, oui, j'ai pris du gras. En plus, je stocke majoritairement, moi, au niveau du ventre. J'ai pris du gras. C'était un beau hors-saison. Ma shape, elle est restée propre. Selon la lumière, on voyait encore
mes abdos, on voyait encore le traçage, ça reste contrôlé. Alors après, oui, quand je m'asseyais, j'avais des petits bourrelets, on va pas se mentir, j'avais du gras, mais ça fait partie du truc. Et en fait, quel est le rapport que j'ai avec mon corps quand je suis en prise de masse? Moi, personnellement, j'adore être en prise de masse parce que comme je vous ai dit, moi, mon challenge, c'est de prendre du poids. J'ai beaucoup de mal à prendre du poids. Donc en fait, pour moi, c'est hyper gratifiant. Et justement, comme j'ai du mal à prendre du poids, quand j'en prends en prise de masse, c'est vraiment une victoire. En prise de masse, j'ai vraiment des formes, quelque chose que j'aime beaucoup sur moi en tout cas. J'adore parce que c'est ce dont, entre guillemets, j'ai rêvé toute ma vie parce que j'avais jamais eu ça. Donc moi, non. Mon rapport en prise de masse, il est très très sain. J'aime énormément cette phase. Là où c'est le plus difficile, c'est au niveau de l'appétit parce qu'en fait, je mange énormément quand je suis en prise de masse. Je suis quasiment à 3000 calories quand je suis en prise de masse. C'est beaucoup pour moi. Et du coup, je passe mon temps à manger. Je dois manger toutes les 2 heures. Et c'est pas facile. Non, mon rapport à mon corps pendant cette phase-là est super sain. Comme je vous ai dit, moi, ça a été la bataille pendant la majorité de ma vie de prendre du poids. Je pense aussi que la raison pour laquelle je le vis très bien, c'est que j'ai conscience que ce sont des phases. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont voir un petit peu la prise de masse comme une fatalité. Et c'est-à-dire qu'ils vont se dire, en fait, ils vont pas voir plus loin. Sauf que si vous voulez construire du muscle, vous êtes obligé de passer par une prise de masse. À un moment donné, vous êtes obligé de manger. Si vous restez en déficit toute votre vie, vous ne construirez jamais de muscle et vous allez épuiser votre corps. Et en fait, moi, j'ai vraiment conscience que la prise de masse, ce n'est ni plus ni moins qu'une phase au même titre que la sèche. Et en fait, la prise de masse, il y a beaucoup de personnes aussi qui font l'amalgame. Ils s'autorisent énormément d'écarts, énormément de fast-food, énormément de pizza. Mais en fait, une prise de masse, elle doit être faite de façon aussi carrée qu'une sèche. Vous avez un plan à respecter. Si vous ne le respectez pas, après, vous étonnez pas de prendre plus de gras que prévu. C'est votre faute parce que vous n'êtes pas carré avec ça, parce que vous savez pas mettre les limites. Après, voilà, moi, j'ai vraiment conscience que la prise de masse, ce n'est ni plus ni moins qu'une phase pour me permettre d'atteindre mes objectifs et pour, après, quand je passe en sèche, avoir du muscle. Parce que les personnes qui ne font pas de vraie prise de masse, le jour où vous allez faire une sèche, il n'y aura rien à voir parce que vous n'aurez pas construit du muscle. C'est une phase qui est vraiment obligatoire et il faut l'accepter. Moi, je le vis très bien parce que dans mon passé, je suis une personne qui est très skinny. Donc forcément, moi, ça me fait du bien de me voir avec des formes et de me voir en chair. Je peux comprendre que ça puisse être un trigger pour d'autres personnes qui, pour le coup, elles, se préfèrent plus minces. C'est quelque chose que je comprends parfaitement. De toute façon, on est toutes différentes à ce niveau-là. Mais voilà, il faut vraiment avoir conscience que c'est temporaire et que sans ça, on ne pourra pas avoir une belle sèche. Parce que si vous n'avez pas construit de muscle en prise de masse, vous n'aurez rien à montrer en sèche, tout simplement. Et moi, j'ai vraiment conscience de ça, et je pense que c'est aussi pour ça que je le vis bien. En fait, je suis assez détachée. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est... Il faut faire ça pour aller à là, alors je fais ça pour aller à là, tout simplement. Je me casse pas plus la tête que ça. Comment gères-tu les jours off sans entraînement? Alors par jour off, j'imagine que tu parles de mes rest days. Donc moi, mes rest days, j'en ai 3 par semaine, étant donné que je m'entraîne 4 fois par semaine. Comment gères-tu mes jours off sans entraînement? Très bien, enfin comme tous les autres jours. Et en fait, c'est vraiment des journées qui pour moi sont hyper importantes parce que j'ai plus de temps du coup dans ma journée. C'est-à-dire que moi, quand je vais m'entraîner, en plus maintenant avec le cardio, avec le posing que je fais à la fin de mes séances, je reste facile 3 heures à la salle. Donc vous imaginez ce que ça représente 3 heures dans une journée, c'est énorme. Moi, mes rest days, j'ai 3 heures en plus dans ma journée pour faire d'autres choses. Donc par exemple, aujourd'hui je suis en rest day, j'en profite, je peux me poser et je peux filmer cette FAQ que je vais monter par la suite. Je vais faire du ménage après. Mes rest days, ils sont précieux parce que c'est là où je vais caler les choses que j'ai pas le temps de faire des journées où je m'entraîne. Parce que je sais que sur les jours où je m'entraîne, voilà, j'ai tout de suite 3 heures qui sautent. Comment est-ce que je les gère? Comme mes jours d'entraînement, c'est juste que du coup j'ai plus de temps et du coup je peux faire plus de choses qui n'ont pas forcément de rapport avec le bodybuilding, comme ranger chez moi, faire du ménage, faire de la création de contenu, faire mes coachings, avancer sur des projets, etc. Mais je les gère très très bien. Et je sais que j'ai mes 4 entraînements, mes 3 rest days, et voilà. Et c'est pas négociable, c'est le plan, on applique, on fait. Et moi, ça c'est vraiment ma façon de penser. En fait, je ne
je ne réfléchis pas plus que ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas compliqué, c'est très simple et en général, c'est nous qui compliquons les choses et qui, surpensons trop, et alors qu'il y a pas lieu d'être. Donc voilà, moi je les gère très, très bien. Peut-être que je suis passée à côté de ta question parce que peut-être que je ne l'ai pas comprise. Dans ces cas-là, je suis désolée, mais j'espère que j'aurai bien répondu. On m'a demandé de redonner la référence de mon tapis de marche. Ça, c'est une question que j'ai énormément, que ce soit dans mes DM sur Instagram ou que ce soit dans mes commentaires sur YouTube. Donc, ce que je vais faire, c'est juste que je vais vous mettre le lien de mon tapis de marche dans la bio. Comme ça, vous pouvez le retrouver hyper facilement parce que j'ai vraiment souvent cette question. Sachez que je l'ai acheté il y a plus d'un mois, je crois que ça fait 2 mois que je l'ai. J'utilise quasiment tous les jours. Il est génial, j'ai jamais eu aucun problème. J'ai justement des amis qui l'ont acheté aussi suite au fait qu'ils aient vu mes stories, mes posts, etc. Et ils en sont hyper contents aussi. Vraiment, si vous devez marcher beaucoup, que vous voulez perdre du gras et que vous travaillez de chez vous, que vous êtes sédentaire, le tapis de marche, mais pour moi, c'est le meilleur investissement. Surtout que honnêtement, il ne coûte pas non plus si cher que ça. Donc si vous mettez un petit peu de côté, c'est grave possible de se l'acheter. Moins de 200 euros, passe hyper facilement sous le canapé. Enfin, c'est génial. Même si vous avez un petit appartement ou quoi, c'est vraiment très très pratique. Quelle formation est-ce que j'avais passée pour être coach sportif? Alors là, pareil, c'est très particulier et je pense que j'en ai jamais vraiment trop parlé en face cam, mais du coup, ça va être l'occasion pour moi de vous raconter un petit peu mon parcours. Alors moi, il faut savoir que je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie, mais je savais que je voulais entreprendre. Donc j'ai passé un bac ES. Par la suite, j'ai passé des concours et je suis rentrée en école de commerce. J'ai fait 5 ans d'études en école de commerce. J'ai été diplômée du coup d'un bac+5 en spécialisation web marketing. Et en fait, en parallèle de mes études, c'était pendant ma première année de master. En fait, Nassim Saïli a des places pour une nouvelle promotion pour sa formation de coach sportif qui s'appelle du coup la FMCS, que lui a créée. Et du coup, en fait, j'y ai vu là comme une opportunité et je me suis dit, mais j'étais déjà sur les réseaux à ce moment-là, hein, c'était il y a 2 ans. J'avais déjà un compte Instagram dans lequel je partageais mes entraînements, etc. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je veux entreprendre, j'adore le sport. Coach sportif en fait. Et du coup, je me suis lancée. Donc en parallèle de mon master, j'ai suivi la formation en ligne, la FMCS de Nassim Saïli. Donc je me suis formée et je l'ai eue. J'en suis diplômée, certifiée, appelez ça comme vous avez envie. Et du coup, voilà. Et du coup, j'exerce mon activité de coach sportif en ligne depuis mars de l'année dernière. Donc ça fait un petit peu plus d'un an maintenant. Je suis hyper heureuse, hyper épanouie. C'est la meilleure décision que j'ai prise. Je ne supportais pas le travail en entreprise personnellement avec tous les stages que j'ai faits, etc. C'est vraiment pas quelque chose qui est fait pour moi. Je suis contente quand même d'être allée au bout de mes études. Là pour mon parcours, donc j'ai passé la FMCS de Nassim Saïli et je continue de me former tout le temps. Et en septembre, je vais approfondir mes connaissances dans la nutrition parce que je vais me lancer dans une nouvelle formation de nutrition. Pas encore apprendre davantage parce que je pars du principe qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Donc du coup voilà, je vous en parlerai en temps voulu avec plaisir. Pour l'instant, je n'ai pas trop envie de m'avancer sur ça. Mais du coup voilà, pour répondre à ta question, j'ai passé la FMCS de Nassim Saïli. Demander est-ce que mes suivis donc en tant que coach peuvent être adaptés lorsqu'on sort de TCA, donc trouble du comportement alimentaire. Complètement, à partir du moment où tu es guéri, je peux complètement, enfin mon suivi peut totalement s'adapter à toi. Vraiment que tu en sois sorti parce que je ne me sens pas en capacité, moi, aider quelqu'un à se sortir des TCA. Je trouve que c'est quelque chose à vraiment pas prendre à la légère. On ne rigole pas avec ça, ça peut être dramatique, donc vraiment entourez-vous. Moi, je connais beaucoup de coachs qui sont spécialisés dans les TCA, notamment parce qu'eux-mêmes ont souffert de TCA et ont décidé de se former pour aider d'autres personnes à s'en sortir. Moi, je n'ai jamais souffert de TCA. J'ai toujours eu un rapport très très sain à l'alimentation, comme vous le savez. En fait, déjà, ce serait un petit peu plus compliqué pour moi dans la mesure où
peut-être que je ne comprendrai pas certains points. Je peux imaginer, mais c'est pas la même chose de l'avoir vécu, je trouve. Donc moi, je ne me tourne pas vers ce type d'accompagnement. Par contre, si tu es guéri, là, oui, complètement, on peut travailler ensemble, on peut faire un suivi, ça, il n'y a pas de souci. Mais si tu n'es pas encore totalement rétabli, moi, je préférerais t'aiguiller et te rediriger vers quelqu'un où c'est vraiment la spécialité. Je suis désolée si l'angle a un petit peu changé, ma caméra commençait à plus avoir de batterie. Combien de repas sans compter tes calories tu t'autorises en temps normal? Alors déjà, c'est pas moi qui m'autorise, c'est mon coach. Donc moi, je fais ce que mon coach me dit de faire. Si par temps normal, tu veux dire hors période de sèche, donc en prise de masse, j'ai le droit à 2 écarts par semaine. Et sinon, en prépa, donc en sèche, donc actuellement, j'ai aucun écart. Si vous avez suivi mes vlogs ou mes stories, vous avez vu que hier, j'ai eu le droit à des sushis. C'est pas du tout considéré comme un écart, faut bien faire la différence. C'était un jour de saturation où on doit manger énormément de glucides pour remplir les stocks de glycogène, relancer le métabolisme. Ça n'a rien à voir avec un écart, ça pour le coup, il faut bien faire la différence entre les deux. Mais du coup, quand je suis en prise de masse, en général, j'ai droit à 1 ou 2 écarts par semaine. Mais sinon, quand je suis en prépa, donc comme actuellement, j'ai absolument aucun écart. Prochaine question, c'était pas trop dur de concilier coaching, prépa perso et vie de couple. Faut être hyper organisé. On va pas se mentir, tout est millimétré. Après, moi, ça me va parce que je suis une contrôle freak, donc j'aime bien tout contrôler. Je pense qu'on peut pas être un bon athlète de bodybuilding si on n'est pas organisé. Ça demande énormément de rigueur sur tous les aspects. Donc non, c'est pas dur. Il faut juste trouver son équilibre et il faut juste mettre des priorités. C'est-à-dire que moi, par exemple, actuellement, ma priorité, c'est ma sèche. Ma priorité, c'est ma compétition. Ma priorité, c'est moi, en fait, tout simplement. Et il ne faut pas avoir peur de ça, hein. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est pas une honte, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste, ça fait juste de vous quelqu'un qui a des objectifs et qui veut les atteindre. C'est tout. L'avantage aussi, c'est que je me connais très bien. Ça veut dire que je ne vais jamais me mettre dans une situation que j'ai pas envie de vivre ou qui pourrait me faire me sentir mal vis-à-vis de ma prépa. Je m'explique. Par exemple, moi j'ai été très claire avec mes amis, je leur ai dit, si vous voulez faire des soirées, etc., il n'y a aucun problème. Encore heureux. Il y a aucun problème. Juste, ne me comptez pas dans ces soirées-là parce que moi, avec ma prépa, je suis très fatiguée. Le sommeil, c'est super important. J'ai eu des anniversaires, j'y suis allée évidemment parce que pour moi, c'est la priorité. Mais ne me comptez pas à ce genre d'événement. Si vous voulez qu'on se voit, moi, je vais prioriser des événements plus calmes, comme aller boire un verre, se voir à la maison, faire un apéro, des trucs comme ça. Mais vous ne me verrez pas en soirée. En fait, j'ai été très très claire dès le début, ce qui fait, je leur ai expliqué le pourquoi du comment, machin. De toute façon, on parle beaucoup avec mes amis, donc ils savent tout. Par exemple, pour les amis, moi, direct, j'ai mis des limites. En fait, j'ai dit, ne soyez pas étonnés si vous ne me voyez plus trop en soirée. Je ne compte pas sortir pendant cette phase de prépa. Et honnêtement, je le vis super bien. Donc voilà, et ça m'empêche pas de voir mes amis. Enfin, franchement, je les vois toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, mais j'ai une vie sociale qui est quand même assez remplie. Et c'est OK pour tout le monde. Enfin, on est très très bien comme ça. Et je pense que c'est parce que j'ai été claire dès le début. Donc eux, ils le savaient, ils n'ont pas eu de déception ou quoi. Pour ce qui est du couple, ça n'a absolument rien changé. Je vais pas vous mentir, en vrai, il n'y a aucune différence entre une prise de masse et une prépa. C'est juste qu'en prépa, on mange un peu moins et on se dépense plus, donc on est plus fatigué et qu'on n'a pas le droit à des écarts. Mais sinon, ça change rien en fait. Donc moi, ça n'a rien changé dans mon couple. Je sens que j'ai trouvé un petit peu un bon équilibre. Et pour ce qui est de ma vie professionnelle, donc de mes coachings, création de contenu, tout ça, c'est pareil, ça n'a rien changé. En vrai, ça n'a rien changé. Et je pense que c'est justement une super bonne chose finalement que ça n'ait rien changé. Ça veut dire que je le vis en fait super bien, que je pense que j'ai trouvé mon équilibre comme je vous disais. Je pense que si ta vie elle change drastiquement parce que tu passes en prépa, en sèche, tu te coupes du monde, t'arrêtes de sortir, t'arrêtes de voir tes amis et tout, tu t'organises mal, etc., tu t'enfermes, je pense que là,
tu dois vivre une prépa qui est très compliquée. Parce que je pense qu'on a besoin de distraction, je pense qu'on a besoin de faire d'autres choses. Enfin, on est des humains, on n'est pas des robots. Et au contraire, je trouve ça super sain d'avoir un équilibre. Et c'est comme ça qu'on peut tenir sur le long terme dans cette discipline. C'est pas en s'enfermant sur soi et en arrêtant de tout faire. C'est une question de priorité, c'est une question d'organisation. Et une fois qu'on a compris ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, machin, ça devient tout de suite beaucoup plus simple. Donc voilà, moi honnêtement à ce niveau-là, ça se passe très très bien. Qu'attends-tu de la compétition et veux-tu continuer dans le futur? Force à toi. Donc déjà, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'attends de cette compétition? Chose que j'attendais, c'était de voir si j'allais aimer cette discipline et si vraiment c'était quelque chose qui était fait pour moi. J'en avais l'impression, mais en avoir l'impression sans l'avoir vécu, ça veut tout et rien dire. Parce que peut-être que j'avais une fausse image de ce sport. Au final, j'ai pas du tout une fausse image de ce sport et je m'épanouis énormément là-dedans. Donc moi, ce que j'attendais de cette compétition, c'était vraiment d'en apprendre un petit peu plus. Il y a des mouettes à Paris, c'est une blague. Donc moi, ce que j'attendais vraiment, c'était, comme je vous disais, de savoir si j'allais aimer ça et si j'allais vouloir continuer dans le futur. Honnêtement, je pense avoir déjà la réponse, mais j'attends quand même de monter sur scène pour voir si vraiment j'aime ça ou pas. En termes de classement, en termes de je veux gagner, je veux telle place, machin, j'ai pas d'objectif. J'ai pas d'objectif parce que j'ai pas envie d'avoir de déception. Ce serait mentir de dire que j'ai pas envie de gagner. Je pense que quand on fait une compétition, peu importe dans quelle discipline on l'a fait, ce serait de mentir que de dire qu'on a envie de finir dernier. Évidemment, j'ai pas envie de finir dernière. Évidemment, si je peux avoir la première place, c'est avec plaisir que je la prends. Mais si je l'ai pas, c'est ok. En fait, le bodybuilding, c'est très difficile parce que tu peux avoir un physique compétitif, tu peux avoir un très très bon physique, mais il suffit que le jour J y est meilleur que toi, et ce sera la personne qui sera meilleure que toi qui va gagner, ce qui est normal. Donc en fait, c'est difficile de jauger son niveau, parce qu'on ne sait pas qui y aura en face de nous le jour J. Donc je pense qu'il faut pas vivre... je pense qu'il faut avoir des objectifs, mais je pense qu'il faut en être détaché. Parce que sinon, le jour J, on pourrait être très très déçu. Et c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre cette saison en tout cas. J'ai envie de me laisser surprendre. C'est aussi la première fois que je vais monter sur scène, donc c'est la première fois que je vais être soumise au regard des juges. Donc c'est la première fois que je vais savoir ce que je vaux, quel est mon niveau en fait. Donc ça c'est intéressant. Moi cette année c'est découverte, c'est kiff, c'est partage, c'est rencontre. C'est avec ça que j'ai envie que ça rime. Et je pense que c'est pour ça que je kiffe autant, c'est parce que je me mets pas du tout de pression par rapport à ça. La pression d'une procard, j'ai pas la pression d'un certain classement. Enfin voilà. Mon seul objectif c'est d'amener une shape sur scène avec laquelle je vais être fière, un posing qui sera abouti, un package total avec lequel je suis fière et avec lequel je suis en accord et avec lequel mon coach est fier de dire « elle, c'est mon athlète ». Voilà, c'est la seule chose que j'ai envie. Le reste, ce sera que du plus. Voilà pour cette première partie de questions. Et veux-tu continuer dans le futur? Honnêtement, encore une fois, j'attends de voir vraiment de monter sur scène pour voir même moi comment je gère la pression et tout ça. Mais honnêtement, je pense que ce ne sera pas ma dernière saison, les amis. Je pense que ce n'est que le début pour moi. Et à la dernière question qui est, je me demandais si pendant ta compétition, tu vas cacher tes tatouages, même si c'est pas du tout beaucoup. Alors effectivement, on peut cacher les tatouages dans une compétition de bodybuilding. Ta question est très intéressante, hein. Mais c'est pas quelque chose que je vais faire. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que déjà avec le tan, on fonce la peau et du coup je trouve personnellement que les tatouages sont déjà un petit peu moins visibles. Mais aussi deuxième point, moi mes tatouages, en fait le risque qu'on a quand on est tatoué, c'est que ça vienne cacher les muscles. Mes tatouages ne sont pas positionnés sur des zones qui cacheraient les muscles que j'ai besoin de mettre en avant pour cette catégorie. Le seul tatouage qui aurait pu poser problème, c'est le tatouage que j'ai sur ma hanche et sur mon côté droit. Et ça aurait posé problème si ma pose de face était de ce côté-là. Donc, montrer, effectivement, si ma pose de face c'était celle-là, ça aurait posé
un petit problème, bien qu'il y a beaucoup de bikinis qui ont un tatouage ici et qui font des très bons classements. Mais ça aurait pu éventuellement poser problème parce que ça serait venu cacher le creux de la fesse qui vient ici. Mais moi, ma pose de face, elle est de ce côté-là. Parce que c'est de ce côté-là que j'ai la meilleure mobilité de lombaire. Et donc, qui fait que je peux bien me tourner. Et de ce côté-là, j'ai pas de tatouage. Donc, il n'y a rien qui cache. Pour ça, non. Et puis après, le reste, c'est tatouage sur le bras, mais l'avant-bras, on le voit pas en fait. Et j'ai des tatouages ici, mais ça, c'est pareil, on s'en fout, ça cache pas un muscle. Et j'ai un tatouage dans le dos, mais c'est le long de la colonne vertébrale, donc ça ne cache aucun muscle. Et de toute façon, normalement, il y a les cheveux qui viennent devant pour cacher. Donc vraiment, j'ai pas de tatouage qui pose problème ou à la limite, bah, j'ai mes 2 anges qui sont ici, mais ça pareil, ça pose pas de problème parce qu'en fait, ça ne vient pas cacher les jambes. En fait, je pense que ce qui pose le plus problème, c'est si vraiment on a des tatouages au niveau des insertions ischio, peut-être au niveau des quadriceps. Là, effectivement, peut-être selon la taille du tatouage, comment il est positionné, peut-être que ça poserait problème et peut-être que je les aurais cachés, mais c'est pas du tout mon cas. Mes tatouages ne sont pas positionnés sur des zones qui pourraient me désavantager, on va dire. J'espère que ça aura pu répondre à ta question, qui, je l'avoue, est très très pertinente parce que c'est une question que je me suis posée moi-même. Tout pour cette vidéo FAQ. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je pourrais éventuellement refaire une FAQ. On pourrait en faire une tous les 3 mois par exemple ou tous les 2 mois selon les questions que j'ai. En tout cas, on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. On ne prend pas trop de semaine en semaine, on passe un palier. Je trouve ça impressionnant. J'ai toujours un petit peu de mal à comprendre ce qui fait que vous accrochiez avec mon contenu. J'avoue, j'ai juste l'impression que c'est moi qui raconte ma life. Et donc du coup, c'est un peu bizarre pour moi de me dire qu'il y a des gens que ça intéresse. Donc voilà, sachez que ça me touche énormément. En plus, vous commentez à chaque fois et vous êtes tellement gentils avec moi. Ça me touche, vous me donnez énormément de force et j'espère que j'arrive à vous le rendre. C'est vraiment mon objectif. Qu'un commentaire ne passe inaperçu, que je lis tout, que je réponds à tout. Aussi, sachez que c'est vraiment vos interactions qui me poussent moi à vouloir créer encore plus de contenu. Et là, c'est quand même la 2e semaine où je poste 2 vidéos par semaine. Pour moi, ça représente énormément de travail en plus de tout ce que j'ai à faire à côté. Mais c'est vraiment grâce à vous, à vos commentaires, à la force que vous me donnez. J'ai tellement envie de vous le rendre que du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dimanche 10h comme d'habitude toutes les semaines. Ça, c'est vraiment notre rendez-vous hebdomadaire qui bougera pas pour le vlog. J'espère que votre semaine se passe bien. On se dit à dimanche. C'est ciao.